Cette semaine, j'ai appris l'existence d'une course tellement dangereuse et difficile que je me suis sincèrement demandé comment celle-ci pouvait être encore légale. Et après, je me suis rendu compte qu'elle se passait aux États-Unis. Je vous explique ça tout de suite, accompagné de mes 4 autres actus préférés de la semaine. Au sein des Brushy Mountains, au Tennessee, s'est récemment tenue une nouvelle édition d'un des événements sportifs les plus hardcore de notre planète. Créée en 1986, la Barkley est une course d'endurance qui, à ce jour, n'a vu qu'une vingtaine de personnes en venir à bout. Et ça, c'est dû à la nature complètement extrême du challenge. 160 km de course à pied à compléter en moins de 60 heures. Trop facile ? Bon ok, on ajoute à ça un dénivelé positif de 18 000 mètres. Et là, normalement, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi seulement 20 personnes y ont réussi. Mais en fait, j'en parle surtout parce que cette année, l'événement a un petit peu plus fait parler de lui. Alors, déjà parce qu'il y a 5 personnes qui ont réussi à compléter le parcours, donc quand même un quart du palmarès historique, mais surtout parce que pour la première fois, une femme a réussi à compléter cette ultra trail dans le temps imparti. Jasmine Paris, une ultra traileuse britannique, a réussi cet exploit en 59 heures. 58 minutes et 21 secondes, à seulement 99 secondes de ne pas finir dans les temps. Sincèrement, je pense juste que déjà, ne pas dormir pendant 60 heures, j'y arrive pas. Alors, en plus de ça, faire du trail non-stop, c'est juste hallucinant. Et en plus de ça, il y a plein d'autres petits détails sympas, comme par exemple le fait que le parcours n'est pas balisé, ou que aucune assistance GPS n'est autorisée, ou alors le fait qu'il y a que 2 points d'eau sur le parcours, et que des fois, à cause de l'altitude, cette eau, elle est juste sous forme de glace. Enfin voilà, ça et plein d'autres petites pépites de difficulté que vous pourrez découvrir si jamais ça vous intéresse en cliquant sur le lien dans la description. À Covington, dans le Kentucky, un panneau d'affichage publicitaire en bord de route a récemment fait parler de lui aux infos locales. On peut y voir un homme non identifié tenant un gobelet de pâte au fromage micro-ondable, accompagné du message « Cet homme mange 20 gallons de fromage liquide par an, nous ne pouvons pas l'arrêter ». Alors je sais pas si c'est vraiment le cas, mais si c'est vraiment le cas, par contre je veux être pote avec ce mec. Cette pub, qui reprend la charte graphique des Kraft Mac and Cheese, est le fruit de l'imagination de Jonathan Pittman, un habitant local qui a juste pris une photo d'un de ses potes et qui avait 1200 balles en trop sur son compte en banque. Oui, parce que le mec a quand même réservé l'emplacement publicitaire pour une durée d'1 mois. Perso, c'est totalement mon type d'humour. Donc si jamais quelqu'un passe par ici avec beaucoup trop de thunes sur son compte, vous avez l'autorisation d'utiliser cette photo de moi pour l'affichage de votre choix. En plein cœur de Paris, un événement sportif a fait son grand retour pour la première fois depuis 2011. Alors que pourtant c'est une tradition remontant au début des années 1900. À seulement 2 semaines du marathon de Paris, ce sont quelques 200 serveurs et serveuses qui se sont alignés sur la ligne de départ de la course des garçons de café, plateau en main. L'objectif ? Compléter un circuit de 2 km avec le moins de pertes possible en chemin. Parce que oui, les plateaux ne sont pas vides. Ils contiennent chacun un verre d'eau, une tasse à café et un croissant. Du coup, en plus de devoir faire un bon temps, à l'arrivée, un jury attendait les compétiteurs pour contrôler non seulement la présence des éléments sur le plateau, mais également s'il y avait eu des pertes liquides en chemin, un facteur important pour le classement final. Les gagnants, Samy Lamrousse chez les hommes et Pauline Van Wiemirsch chez les femmes, se sont vus offrir des places pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui se tiendra le 26 juillet. Un excellent cadeau pour les gens qui travaillent dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie. Bah oui, parce que évidemment, c'est pas du tout le moment où tous les hôtels et tous les restaurants de la capitale vont avoir besoin de toute la main-d'œuvre possible et imaginable. Hélicoptère et artisanal, c'est vraiment pas deux mots qui devraient aller ensemble. Dans l'état d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, la police s'est retrouvée à confisquer un véhicule tout à fait inhabituel, une voiture hélicoptère. Ce que vous voyez à l'écran est la création d'un monsieur nommé Ishwar Din, qui a investi plus de 2 mois de travail et un petit peu moins de 3000 € dans son projet. Malgré les apparences, Ishwar n'est pas un inventeur fou. En fait, il avait juste pour projet de créer un objet de décoration qu'il pouvait ensuite louer pour des mariages. Alors en soi, pourquoi pas, on a vu des mariages plus chelous. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il s'est fait confisquer son œuvre ? Tout bêtement parce que au moment d'emmener son véhicule chez le carrossier pour faire la peinture, ce débile a décidé de le conduire plutôt que de le remorquer. Genre ça, là, le mec s'est dit que c'était ok à conduire sur la voie publique. Forcément, c'était pas l'avis des forces de l'ordre locales qui ont essayé de lui expliquer que il avait pas les autorisations ni les permis pour conduire un véhicule modifié comme ça sur la route. Le véhicule a donc été saisi et Ishwar s'en est sorti avec une amende de seulement 22 €.
Des ours qui font du pédalo. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Non mais sincèrement, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les photos que vous allez voir, vous pouvez aller trouver le lien en description qui vous expliquera tout ça. Maintenant, place aux nounours. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 3 avril 1973? Eh ben, c'est la date à laquelle un monsieur du nom de Martin Cooper a appelé un de ses rivaux du monde du travail, Joel S. Engel, au téléphone pour lui annoncer qu'il venait tout juste de complètement révolutionner leur industrie et que leur entreprise avait pris le dessus. Et je pense sincèrement que même à ce moment-là, Martin Cooper était loin de se douter d'à quel point ils allaient changer le monde. Alors maintenant pour les détails. Monsieur Cooper travaillait pour l'entreprise de téléphonie Motorola. Il était à l'époque responsable de la division communication au sein de la boîte. De son côté, Joel Engel était lui responsable de la recherche et du développement chez Bell Labs, un laboratoire créé à la demande d'Alexander Graham Bell lui-même à la fin du 19e siècle. Et ce coup de fil, eh ben, il est passé depuis l'hôtel Midtown à Manhattan. Ou plutôt, il est passé depuis le trottoir devant l'hôtel. Et ce, grâce au premier prototype fonctionnel de téléphone mobile de l'histoire. Un moment qui devait franchement être complètement jubilatoire pour Martin. C'est-à-dire sincèrement, t'imagines appeler ton concurrent pour lui dire que tu viens de le battre dans la course du développement du premier téléphone portable, en utilisant le premier téléphone portable. Par contre, il faudra quand même attendre près de 10 ans pour qu'un modèle grand public soit mis en vente au prix de 4 000 $. Avant d'être ajusté pour l'inflation. Ça fait 12 000 $ aujourd'hui. Ça fait un petit peu relativiser sur le prix d'un iPhone. Surnommé The Brick, celui-ci pesait environ 1,2 kg et mettait une dizaine d'heures à charger pour une autonomie en appel d'environ 20 minutes. Et à ce sujet, Martin Cooper aurait apparemment dit « La durée de vie de la batterie était de 20 minutes ». Mais ce n'était pas vraiment un gros problème parce que vous ne pouviez pas tenir ce téléphone aussi longtemps. Mais bon, c'était complètement révolutionnaire à l'époque et donc largement suffisant pour lancer une révolution technologique qui de fil en aiguille vous permet de regarder cette vidéo assis tranquillement sur vos chiottes. Cette semaine, j'ai enfin eu l'occasion de lancer pour la première fois un jeu qui me faisait de l'œil depuis sa toute première bande-annonce. Développé par Sad Owl Studios et édité par Thunderful Publishing, Viewfinder est un jeu de puzzle à la première personne qui a pour objectif de vous faire fondre la cervelle en vous permettant de modifier le décor qui vous entoure grâce à des photos et autres illustrations que vous pouvez placer où vous le souhaitez. C'est un peu dur à expliquer, mais en soi il suffit de regarder quelques secondes du jeu pour comprendre de quoi je parle. Un effet qui est tout à fait saisissant la première fois qu'on le voit, mais je vous assure, ça l'est encore plus une fois la manette en main. Pour ceux qui connaissent, ça m'a un petit peu fait penser à la première fois que j'ai lancé Superliminal. On joue avec votre perception de la 3D pour essayer de déconstruire les systèmes qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Bref, si vous êtes comme moi et que vous aimez les jeux de puzzle à la première personne de type Portal, Cube, The Witness, et que une durée de vie un petit peu courte ne vous dérange pas plus que ça, à l'heure actuelle, c'est disponible sur PlayStation et Steam au prix de 25 €. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté aussi loin. Si vous êtes toujours là, j'imagine que c'est parce que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, pourquoi pas, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Morning Brew. Bisous. Pourquoi il déconne sa race? Ça me saoule. Espérons que ce soit la dernière fois que j'ai à me lever parce que ça me saoule.